Hémicycle avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Ravi de vous retrouver en ce mercredi après-midi. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On braque nos projecteurs cet après-midi sur la porte de Versailles où se poursuit le salon de l'agriculture après Emmanuel Macron samedi. C'est Gabriel Attal qui a rencontré hier les agriculteurs dans une ambiance nettement plus calme. Aujourd'hui, c'est au tour de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez ou encore du communiste Fabien Roussel de se rendre porte de Versailles. Un salon de l'agriculture qui est beaucoup plus politique que jamais à moins de 4 mois des européennes. Il a toujours été politique, hein. C'est un rite républicain. Le salon de l'agriculture, pratiquement tous les présidents de la République s'y sont rendus, à l'exception notable de François Mitterrand, qui faisait inaugurer par ses premiers ministres ou ses ministres de l'agriculture. On se souvient notamment des images de Jacques Chirac. Mais c'est un moment, en effet, extrêmement important pour les politiques pour témoigner de leur lien avec non seulement le monde agricole, mais plus largement ce que l'on appelle la ruralité. Il est évident que cette année, si vous voulez, il y a un double enjeu autour de ce salon. Il y a un enjeu qui est lié à la crise agricole que l'on connaît, et qui manifestement est loin d'être close à ce stade, et puis un enjeu qui est lié aux échéances européennes. Et d'ailleurs, les deux enjeux sont fortement indissociables l'un de l'autre, et on voit bien qu'on est dans une sorte d'avant-scène de la bataille électorale qui se profile pour le mois de juin, sur une question qui est une question en plus profondément européenne. La politique agricole commune, c'est une des politiques fondatrices de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on est au cœur de l'enjeu. Bénéficiaire. Alors, dont on est l'un des principaux... Oui, la France est un des principaux bénéficiaires de cette politique agricole commune, c'est clair. Mais avec aujourd'hui, si vous voulez, un monde agricole qui a toujours été assez européen, en l'occurrence depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui est en défiance vis-à-vis de l'Europe, au moins pour deux sujets majeurs. D'abord, la question des traités de libre-échange, en effet, qui expose l'agriculture européenne et l'agriculture française, peut-être encore plus que les autres agricultures européennes, à une concurrence que les agriculteurs, parfois avec raison, jugent en effet déloyale. Notamment en provenance d'Amérique du Sud. Oui, alors vous savez, en plus l'agriculture française, elle est soumise à une double concurrence. Elle est soumise à la concurrence, en effet, extra-européenne, celle dont on parle, mais aussi une concurrence intra-européenne. Vous avez des filières, par exemple la filière arboricole, où vous employez quand même beaucoup de main-d'œuvre, et vous savez très bien que le coût du travail n'est pas le même en Espagne, il n'est pas le même en Allemagne, il n'est pas le même en Pologne qu'il l'est en France. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, j'allais dire interne à l'Union européenne. Mais aussi, il y a un deuxième sujet, c'est, si vous voulez, l'Europe normative quelque part. Cette Europe qui, en effet, émet un certain nombre de directives, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement. Ces normes sont souvent, la plupart du temps bien évidemment, transposées dans le droit français. Mais ce que reprochent les agriculteurs, c'est non seulement que ces normes leur apparaissent beaucoup trop contraignantes, mais que l'État français aurait la tendance à surtransposer, c'est-à-dire à durcir en plus les dispositifs qui sont aujourd'hui décidés à Bruxelles. Donc ce malaise, c'est un malaise qui vient de loin, dont Emmanuel Macron hérite, et on voit bien que sur cette question aujourd'hui, il y a une vraie bataille en vue des élections européennes. Mais est-ce que l'Union européenne n'est pas une cible facile, un bouc émissaire de tous les problèmes rencontrés par les agriculteurs ? C'est une partie du problème, c'est pas la seule. C'est une partie du problème en raison des aspects que je viens d'évoquer, parce que la question de la concurrence, du dumping environnemental, du dumping social à laquelle est soumise l'agriculture européenne, c'est une réalité. La question des normes aussi. Ensuite, il y a des spécificités qui sont des spécificités françaises. La question, en effet, des revenus, notamment en fonction du rôle de la grande distribution. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez quand même une partie de cette population agricole qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. C'est une réalité. 25% des agriculteurs aujourd'hui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Malgré 10 ou 12 heures de travail quotidien. Mais parfois plus, même en l'occurrence, pour certaines filières, je pense à l'élevage notamment. Donc il y a une vraie détresse économique, il y a une vraie détresse sociale. Et évidemment, aujourd'hui, ça a un impact politique dans la perspective des élections européennes. Et c'est vrai que Emmanuel Macron était plutôt pas mal placé vis-à-vis du monde agricole. Le monde agricole, contrairement à une idée reçue, n'a pas voté majoritairement en 2017 et en 2022 pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. C'est un monde qui a plutôt porté ses suffrages, et ça on ne le dit pas assez, en faveur d'Emmanuel Macron. Alors, ça dépend des régions.
ça dépend des filières. Évidemment, si vous êtes dans le sud-ouest, clairement, le vote en faveur du Rassemblement national, là où vous avez ces syndicats de la coordination rurale, est plutôt favorable au Rassemblement national. Mais dans l'ouest, c'est un peu différent. Aujourd'hui, manifestement, c'est en train de bouger, parce qu'il y a un vrai sujet aussi, c'est le fait que l'organisation historique du syndicalisme agricole, la FNSEA, bien connue, et les jeunes agriculteurs, sont contestés par d'autres organisations et sont parfois donnent l'impression d'être débordés par leur base, d'où le durcissement aussi des positions du président de la FNSEA dans cette crise agricole, et ça, je crois que c'est un vrai sujet. Cet affichage de la relation intime presque avec le monde agricole, est-ce qu'il n'est pas parfois un peu factice de la part des politiques, notamment de l'exécutif en cours ? Je ne sais pas s'il est factice, mais j'allais dire, dans l'imaginaire, qui est l'imaginaire d'un pays qui, bien évidemment, n'est plus un pays rural comme il le fut après la guerre, et bien évidemment encore avant, je parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un affichage qui est important. Parce que, si vous voulez, regardez, ce qui est très important, c'est regardez les sondages, les études d'opinion. Qu'est-ce que montrent les études d'opinion par rapport à ce mouvement du monde paysan? Les Français soutiennent. 90% des Français, où qu'ils soient, soutiennent ce mouvement. Donc il y a la nécessité, en effet, pour un pouvoir politique, de toute façon, de défendre son agriculture. Le pouvoir politique, sous la Ve République, a toujours eu au moins dans son discours, un discours de défense de l'agriculture. Parce que pourquoi l'agriculture? C'est en effet nos paysages, c'est notre environnement, et c'est surtout un autre sujet majeur, c'est notre souveraineté alimentaire. Donc il faut que le pouvoir exécutif exprime ce lien quasiment organique. Sauf que le problème, en effet, pour Emmanuel Macron, c'est que ce que reproche d'ailleurs un certain nombre de syndicalistes, et ce que reproche un certain nombre d'oppositions, c'est de dire, finalement, vous tenez un double langage. À Bruxelles, vous votez toutes les mesures qui sont les mesures les plus contraignantes pour notre agriculture, et maintenant, vous nous dites que ces mesures, finalement, il faut soit les simplifier, soit il faut dénoncer, par exemple, les accords de libre-échange et ceux qu'on est en train éventuellement de négocier, comme le traité Mercosur. Arnaud, est-ce que le choix de Valérie Ayer comme probable tête de liste de Renaissance aux Européennes vous paraît de ce point de vue être une arme pertinente pour combler l'écart entre Renaissance et le RN de Jordan Bardella ? Très difficile de le dire aujourd'hui. Il y a un sondage qui a été publié chez vos confrères du Parisien il y a 48 heures, un sondage Ipsos, qui était très intéressant et qui montrait que pour l'instant, l'écart entre la liste de la majorité et la liste du Rassemblement national reste entre 10 et 11 points. Parce qu'elle se revendique être fille, petite fille, oui, sœur, belle-sœur d'agriculteur. Oui, mais est-ce que ça sera suffisant pour rattraper le retard? C'est une autre question. Ce qui était important dans ce sondage, c'est de voir le taux d'engagement. C'est-à-dire quand vous demandez aux gens s'ils sont sûrs d'aller voter et en faisant la distribution par électorat. Et clairement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous voyez que c'est l'électorat du Rassemblement national qui paraît le plus mobilisé pour cette élection. Ce qui d'ailleurs est assez surprenant, parce qu'en fin de compte, c'est une élection qui est plutôt une élection générale de classe moyenne ou de CSP+, l'élection européenne. Manifestement, là, il y a un risque aujourd'hui pour la majorité, d'où véritablement l'accélération dans le combat anti-Rassemblement national qui est mené à la fois par le président de la République et le Premier ministre. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Très bonne semaine à vous. Merci à vous, bonne semaine.